15 mars 1945. Le Sland, 4h30. Obstilem Richter s'enfonça plus profondément dans le cratère boueux alors qu'une autre salve d'obus d'artillerie américaine sifflait au-dessus de sa tête. Depuis 3 semaines maintenant, son régiment d'infanterie épuisé tenait ce secteur contre la 3e armée de Patton, et il pensait avoir vu tout ce que les Américains pouvaient leur lancer. Le schéma habituel était prévisible. Préparation de l'artillerie lourde, attaque des chasseurs-bombardiers à l'aube, puis les chars Sherman avancent avec le soutien de l'infanterie. Ces hommes savaient comment s'y prendre. Ils s'en servaient depuis la Normandie. Mais ce matin, c'était différent. Les canons américains s'étaient tus depuis 10 minutes, trop tôt pour leur planning habituel. Dans l'obscurité, Richter pouvait entendre un grand nombre de moteurs de chars, mais ils semblaient tenir leur position plutôt que d'avancer. Puis il entendit autre chose. Un cliquetis métallique comme celui de quelqu'un qui assemble un échafaudage, mais amplifié en plusieurs points le long de la ligne américaine. Feldwebelklo Hoffmann rampa dans le cratère à côté de lui, le visage pâle dans l'obscurité d'avant l'aube. « Monsieur, le poste d'observation avancé rapporte une activité étrange. Les Américains amènent des camions. Des camions ordinaires, mais ils leur font quelque chose. Les observateurs ne peuvent pas comprendre quoi dans cette lumière. Des camions. » RTOR a failli rire. Après tout, les Américains amenaient des camions de ravitaillement sur la ligne de front. Peut-être était-il plus désespéré qu'il ne le pensait. Il leva ses jumelles, scrutant l'obscurité à la recherche du moindre signe de mouvement. Ce qu'il verra ensuite le hantera pour le reste de sa vie. La première fusée a été lancée à 4h45, une traînée de feu qui a illuminé toute la vallée. Puis un autre et un autre. En quelques secondes, 60 roquettes hurlaient dans les airs. Leurs baleines banchées ne ressemblaient à rien de ce que les défenseurs allemands avaient jamais entendu. Les roquettes ne provenaient pas de positions d'artillerie traditionnelles. Ils provenaient de ce qui ressemblait à des chars Sherman ordinaires avec d'énormes réseaux de tubes montés sur le dessus. Le mien a fait halter Hoffmann. « C'est quoi ce truc ?» Avant que RTOR ne puisse répondre, les roquettes ont frappé. Toute la ligne défensive allemande a éclaté en explosion. Contrairement à l'artillerie normale qui arrivait par vagues, la saturation était instantanée. 60 ogives hautement explosives explosent à quelques secondes d'intervalle, transformant des positions soigneusement préparées en chaos. Les hommes qui avaient survécu 3 ans sur le front de l'Est, qui avaient enduré les énormes barges d'artillerie soviétiques, étaient paralysés par cette nouvelle horreur. Le pire était le hurlement des roquettes. Gerhard Hans Müller, 19 ans, écrira plus tard dans son journal s'il survivait ce matin. Ce n'était pas comme de l'artillerie ou des mortiers, c'était comme si le diable lui-même nous criait dessus. Le son vous traversait, vous faisait trembler les os, et il venait de camions américains ordinaires. La Wehrmacht possédait sa propre artillerie de roquettes. Bien entendu, les Neublé avaient servi sur tous les fronts depuis 1941. Les soldats allemands les appelaient Stucker à pied en raison du bruit terrifiant qu'ils produisaient. Mais le Niblier était une arme spécialisée nécessitant des équipages entraînés, des munitions spéciales et un positionnement soigneux. Chaque lanceur avait 6 tubes et prenait 90 secondes pour se recharger. Ils ont été remorqués en position, installés, tirés, puis rapidement déplacés avant que les tirs de la contre-batterie alliée ne puissent les trouver. C'était précis, l'ingénierie allemande à son meilleur. Ce que les Américains avaient fait était incompréhensible pour l'esprit militaire allemand. Ils avaient pris des véhicules ordinaires, des chars Sherman, des camions de l'armée régulière, et y avaient simplement boulonné des lance-roquettes. Pas de châssis spécialisé, pas d'années de développement, juste une simplicité de force brute. Un char Sherman qui pourrait combattre comme un char normal, puis lancer 60 roquettes en 10 secondes en cas de besoin. Des camions capables de livrer des fournitures un jour et une puissance de feu dévastatrice le lendemain. Le major Friedrich Kohler, commandant ce qui restait d'un bataillon d'artillerie, observait à travers son télémètre stéréoscopique 3 autres chars Sherman équipés de lance-roquettes se mettre en position. Il était officier d'artillerie depuis 7 ans, formé dans les meilleures écoles militaires d'Allemagne. Ce qu'il voyait violait tout ce qu'il savait sur le développement des armes. Ils doivent être désespérés, dit-il à son agitateur. Attacher des roquettes aux chars comme une astuce partisane. Cela ne peut pas être précis. Cela ne peut pas être fiable. Mais c'était fiable. Terriblement fiable. Et les Américains semblaient en avoir une quantité inépuisable. Au lever du soleil le 15 mars, Kola a dénombré au moins 12 de ses Sherman lanceurs de fusées,
que les Américains appelaient Colapi en raison de l'instrument de musique auquel il ressemblait. Mais il y avait aussi des camions ordinaires de 2 tonnes et demi équipés de réseaux de tubes de fusée tirant des salves de 36 roquettes à la fois. L'effet psychologique a été immédiat et dévastateur. Sur son véhicule, Eric Braun, un vétéran de Stalingrad et de Koursk, avait les mains tremblantes alors qu'il tentait de rallier ses hommes. Il avait affronté les Katyusha soviétiques, les organes de Staline comme on les appelait. Mais c'était différent. Les soviétiques avaient consacré des camions à guichets fermés que tout le monde reconnaissait. On pouvait les voir arriver. Préparez-vous mentalement. Mais quand n'importe quel véhicule américain pouvait soudainement déclencher l'enfer des fusées, nulle part on ne se sentait en sécurité. Les Américains sont fous, écrit Brown à sa femme. Même si la lettre ne serait jamais envoyée, ils ont lancé des fusées sur tout. Hier, j'ai vu des roquettes tirées depuis un camion de ravitaillement normal. Aujourd'hui, des chars qui semblent avoir des tuyaux d'orgue sortant de leurs tourelles. Ils doivent avoir tellement de production qu'ils puissent se permettre d'expérimenter comme des enfants avec des jouets. Nous avons géré chaque obus, chaque fusée. Ils ont transformé leur véhicule en attraction de carnaval qui crache la mort. Ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que le programme américain de fusée était en effet le produit de leur immense capacité industrielle, mais aussi de leur génie particulier en matière d'improvisation pratique. Le 4 Calliope T-30 avait été développé en 1943, mais l'armée avait été initialement sceptique, trop lourde, disaient certains généraux, trop vulnérable aux tirs ennemis, disaient d'autres. Les tubes de fusée bloquaient le canon du char lorsqu'il était élevé. Mais les commandants américains sur le terrain ne se souciaient pas de la pureté doctrinale. Ils se souciaient de ce qui fonctionnait. Si attacher 60 tubes de fusée à un char Sherman leur donnait une puissance de feu dévastatrice instantanée, alors c'est ce qu'ils feraient. Les fusées elles-mêmes étaient de simples modèles 4,5 dans les modèles M8. Rien de révolutionnaire dans leur conception, mais montés en grand nombre sur des plateformes mobiles et tirant des salves dévastatrices, ils obtenaient un effet de choc que les armes allemandes sophistiquées ne pouvaient égaler. Le lieutenant James Patterson, officier de char de la 12e division blindée, décrira plus tard la réaction allemande à leur premier barrage Colapi. On pouvait les voir geler. C'étaient des troupes Wehrmacht endurcies, et elles restaient là, assommées. Le son était incroyable, comme 6000 banchers criaient tout en même temps. Mais je pense que ce qui les a vraiment attirés, c'est de voir cela venir de ce qui ressemblait à un Sherman ordinaire. Ils n'ont pas pu le traiter. Le système d'éducation militaire allemand, le meilleur au monde, mettait l'accent sur le développement et le déploiement minutieux d'armes spécialisées. Chaque pièce d'équipement avait un rôle spécifique, soigneusement défini et purement doctrinal. Le Panzer IV était un tank. Le Nebelwer était une artillerie à roquettes. Le Stern-Geschütz était un fusil d'assaut. Chacune avait sa place dans le ballet précisément orchestré de la guerre interarmes, mais les Américains se contentaient de lancer des roquettes sur tout ce qui bougeait. En mars 1945, ils installaient des lance-roquettes sur des jeeps, des half-track, des péniches de débarquement, tout ce qui avait des roues ou des chenilles. Les marines du Pacifique le faisaient depuis 1943, en installant des porte-roquettes sur des camions d'une tonne et en les transformant en armes terroristes mobiles. C'était grossier, inélégant et extrêmement efficace. Le général-major Hans von Kleist, observant l'avancée américaine depuis son poste de commandement divisionnaire, ne pouvait cacher son désarroi à son état-major. Il ne s'agit pas d'une guerre telle que nous l'entendons, a-t-il déclaré. C'est de la brutalité industrielle. Ils ne développent pas de système d'armes. Ils produisent des composants en masse et les collent ensemble comme des blocs de construction. Un char devient une artillerie à fusée. Un camion devient un lanceur de missiles. Demain, ils lanceront probablement des fusées sur leur cuisine de campagne. Son assistant, Edmond Werer-Schultz, essaya de maintenir une tenue militaire correcte, mais même lui fut ébranlé. Air Général, nos renseignements rapportent qu'ils produisent ces véhicules fusées en nombre extraordinaire, pas dans des usines spécialisées, juste dans des dépôts de chars réguliers ajoutant les systèmes de fusées comme des accessoires similaires. La mâchoire de Von Kleist se serra. Lorsque nous avons développé le Nebel Warfare, il a fallu 3 ans de recherche, des installations de production spécialisées, des équipes formées qui comprenaient la balistique et les propriétés chimiques du propulseur. Ces Américains ont probablement décidé de le faire pendant le déjeuner et ont préparé les premières unités pour le dîner. Ils n'avaient pas tort. Le système Calliope pourrait être installé sur un Sherman standard en quelques heures. Lorsqu'il n'était pas nécessaire, le lance-roquette pouvait être largué et le char pouvait reprendre ses opérations de combat normales.
C'était le pragmatisme américain dans sa forme la plus brutale. Pourquoi passer des années à développer le véhicule d'artillerie à fusée parfait alors que vous pouvez installer des roquettes sur des chars existants et atteindre une supériorité immédiate sur le champ de bataille? Les roquettes ont continué à arriver toute la matinée. Gerhard Müller, toujours en vie dans son bunker brisé, tente de compter les salves. Son chef d'escouade, un vétéran de 5 ans de combat, avait renoncé à maintenir toute prétention de contrôle. Les hommes se regroupèrent dans tous les abris qu'ils purent trouver, frémissant à chaque barrage hurlant. « Combien de roquettes peuvent-ils avoir » demanda quelqu'un dans l'obscurité du bunker. « Tous » répondit amèrement le chef d'escouade. « Ils ont toutes les roquettes. » Le système logistique américain, d'une ampleur incompréhensible pour l'esprit allemand, pourrait livrer quotidiennement des milliers de roquettes au front. Tandis que les unités allemandes rationnaient soigneusement leurs munitions Nebel Warfare, en ayant parfois assez pour seulement 1 ou 2 plusieurs jours par jour, les unités de roquettes américaines ont tiré avec abandon. Un seul Colapi pourrait lancer 60 roquettes, recharger en moins de 10 minutes et recommencer encore et encore. Aubut Richter, toujours en vie mais avec son régiment inefficace au combat, a tenté de se présenter au quartier général de la division. Les lignes téléphoniques sur le terrain ayant été coupées, il a envoyé un messager. Le message était simple mais dévastateur. L'ennemi utilise de nouvelles fusées en nombre écrasant montées sur des véhicules standards. L'effet psychologique sur les troupes ne peut pas être sévère. Le coureur, l'Oberreiter Paul Zimmermann, s'est rendu au quartier général de la division, mais y a également trouvé le chaos. Les chars américains équipés de fusées avaient percé en plusieurs points. Les officiers d'état-major qui avaient servi depuis la Pologne fouillaient avec des cartes, essayant de donner un sens à des rapports qui semblaient impossibles. Des Sherman tirant des roquettes, des systèmes de missiles montés sur camions et même des jeeps équipés de tubes de fusée. Ce doit être une erreur, a insisté l'officier des opérations. Les Américains ne disposent pas de véhicules fusées spécialisés en si grand nombre. Nos renseignements l'auraient su, mais ils n'avaient pas réussi. La capacité américaine à produire et à modifier rapidement des armes sur le terrain avait créé un déficit de capacité que la doctrine allemande ne pouvait pas prendre en compte. Tandis que la Wehrmacht passait des années à perfectionner ses armes, les Américains passaient des mois à produire en masse des solutions suffisamment performantes. Le TE-34 Colapi en était un parfait exemple. Était-ce aussi précis que l'artillerie allemande? Était-il aussi sophistiqué que le Nebelwer? Mais lorsque 60 roquettes atterrissent sur votre position en 10 secondes, la précision devient académique. Le traumatisme psychologique à lui seul valait plus que la précision. Feldwebel Hoffmann, séparé du OS Richter dans le chaos, s'est retrouvé avec un groupe mixte de survivants provenant de diverses unités. Ils s'étaient réfugiés dans une ferme détruite, essayant de comprendre ce qui était arrivé à leur ligne défensive soigneusement préparée. Un soldat plus âgé, un effrayeur de Stab Gap issu d'un bataillon de pionniers, était presque philosophique dans son choc. J'ai aidé à concevoir les fortifications du mur de l'Atlantique, calculer exactement la quantité de béton nécessaire pour résister au bombardement naval, les angles précis des champs de tir des mitrailleuses, tout cela calculé au millimètre près. Et les Américains couvrent tout avec des roquettes provenant de camions. Des camions. Les jeunes soldats étaient encore plus secoués. On leur avait parlé à plusieurs reprises de la supériorité technique allemande, des fusées V2 qui terrorisaient Londres, des chasseurs à réaction et des superchars. Mais voilà, les Américains transformaient leurs véhicules standards en lance-roquettes comme si de rien n'était. Un soldat d'un accent grave peine 18 ans a posé la question à laquelle ils réfléchissaient tous. S'ils peuvent le faire avec des camions, que peuvent-ils faire d'autre? Personne n'a répondu. Les implications étaient trop terrifiantes. Le 15 mars à midi, la ligne défensive allemande avait pratiquement cessé d'exister. Non pas détruit au sens militaire traditionnel, mais psychologiquement brisé. Les unités qui avaient résisté à tout ce que les Alliés leur avaient lancé se sont tout simplement dissoutes face aux barges de fusées hurlantes provenant de véhicules apparemment ordinaires. L'avancée américaine fut si rapide qu'ils capturèrent intacts plusieurs postes de commandement allemands, y compris le quartier général divisionnaire du général von. L'officier du renseignement, un major Thompson, était particulièrement intéressé par les cartes et les documents de planification allemands. « Regardez ça », dit-il à son collègue, le capitaine Martinez. Ils ont des plans de tir détaillés pour leur Nebler, des calculs précis, des angles de positionnement optimaux, et même des considérations météorologiques pour les taux de combustion du propulseur. Ils ont fait de l'artillerie à fusée une science. Martinez a ri. Et nous avons simplement attaché un tas de tubes à un Sherman et nous avons mis un terme à notre journée.
C'est la différence, répondit Thomson soudain sérieux. Il perfectionne les armes. Nous produisons des solutions en masse. Parmi les documents capturés se trouvait un journal personnel appartenant à Edmund Schultz, l'assistant de von Klemm. Sa dernière entrée écrite ce matin-là était révélatrice. Les Américains ont enfreint les règles de la guerre. Non pas grâce à une technologie supérieure, mais à cause de l'absence de toute règle. Ils placent des roquettes sur des chars comme un enfant pourrait attacher des feux d'artifice à un chariot. Cela devrait être ridicule. Au lieu de cela, c'est terrifiant. Nous perfectionnons l'art de la guerre. Ils produisent en masse les outils de la victoire. Les quelques unités allemandes qui réussirent à battre en retraite en bon ordre emportèrent avec elles des histoires qui semblaient impossibles aux commandants de zone arrière. Des roquettes de chars, des roquettes de camions. Des centaines, des milliers d'entre eux ont tiré avec un abandon qui suggérait un ravitaillement illimité. Un colonel d'état-major du quartier général du groupe d'armée G a d'abord refusé de croire ces informations. La propagande, a-t-il déclaré, les troupes paniquées exagèrent. Les Américains ne peuvent pas disposer de telles armes en si grand nombre. Mais ensuite, d'autres rapports sont arrivés provenant de différents secteurs, racontant tous la même histoire. Les Américains avaient transformé l'artillerie à roquettes d'une arme spécialisée en une capacité générale. N'importe quel véhicule pourrait devenir un lance-roquettes. N'importe quelle unité pourrait causer des dégâts puissance de feu. Le colonel a finalement accepté la vérité lorsqu'une photographie de reconnaissance est arrivée montrant une colonne de moitié de Sherman avec les rangées de roquettes à effondrement distinctif se dirigeant vers les lignes allemandes. Il regarda l'image pendant un long moment, puis dit doucement, « Nous avons perdu. » Son agitateur était choqué. « Monsieur, un seul système d'armes ne le peut pas. »« Ce n'est pas l'arme, » l'interrompit le colonel. « C'est ce que cela représente. Nous passons des années à développer l'arme parfaite. Ils passent des semaines à assembler les armes existantes de manière nouvelle. Nous avons des artisans. Ils ont des usines. Nous avons une doctrine. Ils ont l'abondance. L'impact psychologique s'est propagé à travers le Wehrmacht comme un virus. Les soldats qui avaient conservé leur esprit combatif pendant 5 années de guerre ont commencé à tout remettre en question. Si les Américains pouvaient transformer n'importe quel véhicule en une plateforme de fusée dévastatrice, à quoi bon résister? Les lettres à la maison, censurées mais néanmoins révélatrices, montraient la profondeur du choc. « Ma chère épouse, un sergent a écrit, les Américains mènent la guerre comme s'ils fabriquaient des voitures. Ils prennent un modèle standard et ajoutent des options. Aujourd'hui, des fusées, demain, qui sait? Nous ne pouvons pas rivaliser avec cela. Ce n'est pas une guerre. C'est une production massive de morts. » Un autre soldat écrivant à sa mère était encore plus direct. « On dit que nos armes sont supérieures, mais supérieures à quoi? Les Américains ne considèrent même pas les armes comme spéciales. Ils boulonnent des fusées sur des camions comme les agriculteurs ajoutent des charrues. Comment combattre un ennemi qui considère la puissance de feu dévastatrice comme une modification occasionnelle? » Le Colapi et ses cousins montés sur camions n'étaient pas des armes miracles au sens traditionnel du terme. Ils étaient inexacts par rapport à l'artillerie à tube. Les roquettes avaient des schémas de dispersion qui horrifiaient les officiers d'artillerie allemands entraînés au tir de précision. L'ensemble du système était instable. L'effondrement a rendu le Sherman lourd, difficile à transporter, et les tubes de fusée ont bloqué le canon principal lorsqu'ils étaient élevés. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que l'Amérique puisse en produire en très grande quantité, les déployer instantanément et les utiliser sans se soucier des dépenses en munitions. C'était la manifestation physique de la puissance industrielle américaine, brute, écrasante et imparable. Fin mars 1945, les dégâts psychologiques étaient complets. Les unités allemandes qui combattaient avec ténacité depuis des années commencèrent à se rendre au premier bruit de salves de roquettes. Le cri de l'effondrement était devenu le son d'une défaite inévitable. Le général-lieutenant Otto Friedrich, commandant un noyau dans l'île, a écrit dans son journal de guerre officiel, « L'ennemi a atteint la supériorité morale grâce à l'abondance matérielle. Nos soldats ne combattent plus les Américains. Ils combattent l'idée de l'Amérique. Chaque salve de fusée leur rappelle que nous sommes une petite nation luttant contre la production industrielle d'un continent. Les roquettes elles-mêmes font moins de dégâts que l'artillerie conventionnelle, mais elles détruisent quelque chose que l'artillerie ne peut pas toucher. La vérité est que la Colopi n'a même pas été particulièrement réussie par rapport aux normes américaines. Seulement environ 200 exemplaires ont été produits, bien moins que prévu initialement.
l'arme présentait des inconvénients importants qui ont empêché son adoption généralisée. De nombreux équipages de chars préféraient conserver leurs Sherman comme des chars traditionnels plutôt que de s'occuper des complexités du système de fusée. Mais les Allemands ne le savaient pas. Pour eux, chaque observation de Kolia en suggérait des milliers d'autres. Chaque réseau de fusées montées sur camions impliquait une chaîne de production sans fin d'armes similaires. Ils ne pouvaient pas concevoir que les Américains puissent développer de telles armes en nombre limité. Dans l'expérience allemande, si l'on prenait la peine de créer un nouveau système d'armes, on s'y engageait pleinement. L'approche américaine, expérimentale, itérative, parfois abandonnée aussi vite qu'adoptée, était incompréhensible. Le TE-34 n'était qu'une des dizaines de variantes de lance-roquettes essayées par les Américains. T-40 Wisbang avec des fusées plus grosses, T-76 avec des tubes plus courts, M-17 montés sur half-track. Certaines ont fonctionné, d'autres non, mais toutes ont été essayées parce que l'Amérique pouvait se permettre d'expérimenter. Un rapport des renseignements allemands capturé en avril 1945 révéla la profondeur de leur incompréhension. Les capacités d'artillerie de roquettes ennemies semblent illimitées. Des estimations prudentes suggèrent des milliers de véhicules équipés de fusées. La capacité de production doit être énorme. Recommandez une enquête immédiate sur les techniques de fabrication américaines pour une application après-guerre. La réalité était que la production américaine de fusées était modeste par rapport aux normes américaines. Mais quand on pouvait produire 20 000 chars Sherman, ajouter des lance-roquettes à quelques centaines semblait trivial. Lorsque votre production de camions se chiffrait à des centaines de milliers, la conversion de certains en lance-roquettes valait à peine la peine d'être mentionnée dans les rapports de production. Onisia Brown, qui avait survécu au barrage initial du 15 mars, a été capturée une semaine plus tard. Lors de l'interrogatoire, ces ravisseurs américains ont été surpris par ces questions. Il n'a pas posé de questions sur son sort ni sur le traitement réservé aux prisonniers. Il a posé des questions sur les fusées. Ô combien d'usines avez-vous qui fabriquent ces chars fusées? L'interrogateur, le lieutenant David Cohen, était perplexe. Usines. Vous voulez dire les dépôts? Nous ajoutons simplement les lance-roquettes dans les dépôts de maintenance. Brun le regarda. Dépôt de maintenance. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'usine spécialisée? Cohen haussa les épaules. Pourquoi aurions-nous besoin d'usines spécialisées? Ce sont juste quelques tubes et un système de tir électrique. N'importe quel bon mécanicien peut l'installer. Le visage de Brown pâlit. N'importe quel mécanicien descend. Les Américains considéraient les systèmes d'armes qui auraient nécessité des années de développement allemand comme un projet de modification de l'après-midi. La conversation s'est poursuivie, Brown devenant de plus en plus agité à mesure qu'il en apprenait davantage sur les méthodes de production américaines. Les fusées elles-mêmes étaient de simples modèles de 4 pouces et demi, produits en série dans des usines qui fabriquaient auparavant de tout, des réfrigérateurs aux pièces automobiles. Les lanceurs ont été soudés ensemble à partir de tubes en acier standard. Les systèmes de tir électrique ont été adaptés à partir des équipements de chars existants. Vous devez comprendre, dit finalement Brown, dans son anglais hésitant mais clair. En Allemagne, une telle arme serait un projet national. Bureau de développement spécial, usine dédiée, année de test. Vous faites cela comme si vous ajoutiez une radio à une voiture. Cohen hocha la tête. À peu près. Si ça marche, on en fait plus. Si ce n'est pas le cas, nous essayons autre chose. Essayez autre chose. Le rejet désinvolte d'expériences ratées, la volonté d'abandonner des développements qui n'ont pas immédiatement réussi, la richesse qui a permis un tel gaspillage. C'était tout ce que Wehrmacht, affamé de ressources, ne pourrait jamais être. Alors que Mars se transformait en avril 1945, les véhicules équipés de fusées devinrent un symbole de l'abondance américaine qui transcendait leur efficacité militaire. Les soldats allemands commencèrent à se rendre à n'importe quelle unité américaine, convaincus que la résistance était vaine contre un ennemi capable de déployer de telles armes avec tant de désinvolture. Un aumônier de Wehrmacht, le père Andreas Müller, a écrit dans son journal « Les hommes ne parlent plus de tactique ou de stratégie. Ils ne parlent que des fusées et des camions américains et des approvisionnements sans fin. Ils ont vu l'avenir, et il se fait à Détroit. » La référence à Détroit était révélatrice. Les Allemands avaient appris que de nombreux véhicules étaient des produits des mêmes usines qui fabriquaient auparavant des automobiles civiles. L'idée selon laquelle les usines automobiles pourraient être converties pour produire des véhicules militaires n'était pas surprenante, mais l'ampleur et la rapidité de la conversion l'étaient. Et l'ajout occasionnel de systèmes d'armes à ces véhicules,
comme si les roquettes n'étaient qu'une autre option, comme le chauffage ou une suspension améliorée, représentaient notre approche de la guerre que la tradition militaire allemande ne pouvait pas accommoder. Le soldat Kurt Vanier, 19 ans, capturé début avril, a raconté à ses interrogateurs une histoire illustrant l'effondrement psychologique allemand. Son unité tenait un carrefour bien creusé de canons antichars et de nids de mitrailleuses. Ils occupaient des positions similaires depuis des semaines face aux attaques conventionnelles. Ensuite, nous avons entendu le son, se souvient Wagner, qui hurlait comme des démons. Mon sergent, un vétéran de la Russie, a simplement laissé tomber son arme et a dit « c'est fini ». Nous savions tout ce qu'il voulait dire. S'ils ont autant de roquettes qu'ils peuvent les gaspiller à un carrefour, ils ont déjà gagné. La position du carrefour a été touchée par 3 Collier Salvo, soit 180 roquettes en 30 secondes. Les pertes réelles ont été minimes car les Allemands étaient bien retranchés, mais l'effet psychologique a été total. L'ensemble de l'unité s'est rendu sans tirer un seul coup de feu. À la mi-avril 1945, les forces américaines traversaient l'Allemagne à toute vitesse, ne rencontrant souvent qu'une résistance symbolique. Les véhicules fusées étaient devenus une légende, leur impact psychologique dépassant de loin leur valeur tactique. Les soldats allemands s'enfuiraient au bruit de n'importe quelle roquette. Convaincus que les camions fusées américains les poursuivaient, la réalité était que la plupart des unités américaines n'ont jamais vu d'effondrement ou de camions fusées. Les armes étaient relativement rares, capricieuses et souvent gardées en réserve pour des opérations spéciales. Mais les Allemands croyaient qu'ils étaient partout. Chaque Sherman pourrait être un effondrement. Chaque camion pourrait déclencher l'enfer des fusées. L'incertitude était paralysante. Le colonel William Harrison commandant un bataillon blindé a été noté dans son rapport après action. Les fusées ont remporté une victoire psychologique sans commune mesure avec leur utilisation. Nous avions 3 Calliope dans toute la division, mais les Allemands pensaient que nous en avions des centaines. Leur peur de notre capacité industrielle est devenue une arme plus puissante que les fusées elles-mêmes. Le haut commandement allemand a tenté de contrer l'impact psychologique par la propagande. Des tracts ont été distribués expliquant que les fusées américaines étaient rudimentaires et imprécises. Les briefings techniques ont souligné leurs limites. Des ordres furent émis interdisant toute discussion sur la supériorité matérielle de l'ennemi, mais il était trop tard. L'image des Américains lançant négligemment des roquettes sur des camions avait brisé quelque chose de fondamental dans la psyché militaire allemande. Ils avaient toujours cru qu'une formation supérieure, une doctrinée, si nécessaire, une technologie supérieure permettrait de surmonter les désavantages matériels. Mais quelle technologie pourrait vaincre un ennemi qui considérait les armes dévastatrices comme des modifications mineures? Dans l'une des ironies de la guerre, on demandait parfois aux spécialistes allemands des fusées capturées d'évaluer les armes de fusée américaines. Leur réponse était universellement dédaigneuse d'un point de vue technique. Les fusées étaient inefficaces, les systèmes de montage rudimentaires et les mécanismes de tir simplistes. Mais lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient efficaces, ils ont admis que ces armes avaient atteint leur objectif. Heinrich Zimmermann, spécialiste des propulseurs pour fusées, l'a exprimé succinctement. Vous, les Américains, avez construit un système de fusée qu'un étudiant diplômé pourrait concevoir, mais vous en avez construit des milliers alors que nous étions encore en train de perfectionner la solution théoriquement optimale. Vos fusées sont rudimentaires. Nos fusées sont sophistiquées. Vos fusées ont gagné la guerre. Les dernières communications militaires allemandes du front occidental en avril et mai 1945 sont remplies de références aux fusées américaines. Les unités ont signalé des attaques de roquettes fantômes, entendant les cris de Calliope qui n'étaient pas là. La guerre psychologique était totale. Le maréchal Albert Kessler, commandant les forces allemandes à l'ouest, a dressé un bilan final fin avril. L'ennemi ne nous a pas vaincus grâce à une stratégie ou des tactiques supérieures. Ils nous ont simplement submergés d'abondance matérielle. Ils installent des roquettes sur les camions parce qu'ils le peuvent. Ils en tirent des milliers là où nous en tirerions des dizaines. Ils ont transformé la guerre en production de masse et nous ne pouvons pas rivaliser avec la chaîne de montage. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. Parmi les milliers de prisonniers allemands se trouvaient des vétérans qui avaient survécu à toute la guerre, depuis la Pologne jusqu'à la fin. Lorsqu'on leur a demandé ce qui avait finalement brisé leur volonté de se battre, beaucoup ont cité les fusées américaines, non pas parce qu'elles étaient particulièrement meurtrières, mais à cause de ce qu'elles représentaient. Feldwebel Klaus Hoffmann, qui avait survécu à ce premier barrage du 15 mars, a été transféré dans un camp de prisonniers de guerre en France. Lors de son entretien d'admission, il a été interrogé sur son expérience de combat.
Il a combattu en Pologne, en France, en Russie, en Italie et enfin en Allemagne. Il avait affronté des commandos britanniques, des divisions de la garde soviétique, des parachutistes américains. Mais lorsqu'on lui a demandé quelle arme il redoutait le plus, sa réponse a été immédiate. Les camions-fusées. Non pas parce qu'ils ont tué plus que l'artillerie, mais parce qu'ils nous ont montré que nous avions déjà perdu. Toute nation qui peut placer des roquettes sur des camions pour s'amuser, qui peut les gaspiller sur des cibles mineures, qui peut les produire comme des bonbons, une telle nation ne peut pas être vaincue par des soldats. Nous nous battions contre des usines, pas contre des armées. Le collapse sera retiré du service peu après la guerre. Les camions-fusées ont été reconvertis en véhicules de transport réguliers. L'ensemble des expériences américaines d'artillerie à fusée de la Seconde Guerre mondiale serait largement oublié, éclipsé par la bombe atomique et d'autres armes miracles. Mais pour les Allemands qui les affrontèrent au cours des dernières semaines de la guerre, ils restèrent un symbole à la fois brut et écrasant de la puissance industrielle américaine. L'image des roquettes fixées sur des camions, des lanceurs de tuyaux d'orgue de Sherman, de chaque véhicule devenant potentiellement une arme dévastatrice, capturait quelque chose d'essentiel dans la manière de faire la guerre américaine. Des années plus tard, Austin Richer, qui avait survécu ce matin-là dans l'île, écrira dans ses mémoires, « Nous, les Allemands, avons toujours recherché l'arme parfaite. Les Américains cherchaient simplement suffisamment d'armes. Nous avons construit la fusée V2 qui pouvait frapper Londres depuis le continent. Ils ont installé des roquettes plus petites sur des camions et ont gagné la guerre. Il y a là une leçon, même si je ne suis pas sûr que nous l'ayons apprise même maintenant. La leçon était simple mais profonde. Dans la guerre industrielle moderne, la quantité a une qualité qui lui est propre. La capacité de produire en masse des solutions suffisamment performantes mettrait toujours en échec la recherche d'armes parfaites. Le Colopi, aussi grossier et inélégant soit-il, avait démontré cette vérité de la manière la plus viscérale possible. Le hurlement de ces roquettes, la vue de véhicules ordinaires transformés en armes terroristes, l'abondance occasionnelle de la puissance de feu américaine, tout cela s'est combiné pour créer un point de rupture psychologique pour la Wehrmacht. Ils n'avaient pas été vaincus par une stratégie ou des tactiques supérieures. Ils avaient été submergés par un ennemi qui pouvait se permettre d'expérimenter, de gaspiller, d'essayer n'importe quoi parce qu'ils avaient tout. En fin de compte, les Allemands n'arrivaient pas à croire que l'Amérique transformait des camions ordinaires en fusées d'artillerie. Mais cette incrédulité elle-même était l'arme. Cela représentait une manière de penser la guerre qui était étrangère à tout ce que le Wehrmacht comprenait. Et dans cet abîme de compréhension se trouvait la défaite. L'histoire de Mann vers Dietrich illustre l'effondrement psychologique complet. Dietrich commandait une batterie anti-chars qui avait détruit 17 chars alliés depuis le jour J. Ces hommes étaient des vétérans, experts dans les tactiques de camouflage et d'embuscade. Le 23 mars 1945, ils furent positionnés au nord à Erwärm, en attendant l'avancée américaine. Nous les avons entendus avant de les voir. Dietrich a raconté plus tard ce grondement distinctif des moteurs Sherman. Mes artilleurs étaient prêts. Nous avions d'excellents champs de tir. Puis le premier Sherman a franchi la colline et j'ai vu les tubes. Des dizaines de tubes montés au-dessus de la tourelle. Une copie. Dietrich était confronté à un dilemme. Ces canons de 88 mm pouvaient facilement détruire le Colopi à cette distance, mais il savait ce qui allait se passer ensuite. Les Américains réagiraient avec une puissance de feu écrasante. Plus de chars-fusées, d'artillerie, de chasseurs-bombardiers. La destruction d'un char-roquette entraînerait la dévastation. J'ai donné l'ordre que je n'aurais jamais pensé donner, a admis Dietrich. Nous avons abandonné les armes et nous nous sommes retirés. Canons anti-chars parfaitement fonctionnels abandonnés car on a vu des tubes de fusée sur un Sherman. Mes artilleurs, vétérans de la Normandie et des Ardennes, n'ont même pas remis en question cet ordre. Nous avons tous compris que combattre cette chose ne ferait qu'en attirer davantage. Les canons abandonnés ont été retrouvés plus tard par l'avancée des troupes américaines, toujours chargées, parfaitement positionnées, sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Le commandant américain, le major Robert Taylor, ne parvenait pas à comprendre. Il s'agissait de troupes vétérans dotées de parfaites positions d'embuscade. Ils auraient pu détruire la moitié de notre colonne avant que nous sachions ce qui nous arrivait, mais ils sont simplement partis. Ce que Taylor n'avait pas réalisé, c'est que la simple vue de l'effondrement avait déclenché une réponse psychologique qui avait outrepassé des années d'entraînement et d'expérience. Les Allemands ne fuyaient pas l'arme elle-même, mais ce qu'elle représentait, la capacité illimitée des États-Unis à répondre avec une puissance de feu écrasante.
Les roquettes ont également brisé la doctrine tactique prudente du Wehrmacht. Les tactiques défensives allemandes reposaient sur des réponses calculées, des dépenses en munitions mesurées et une planification précise des tirs. Chaque obus devait compter. Chaque fusée de leur Nibel Warfare était précieuse. Mais les Américains ont tiré des roquettes comme s'ils célébraient le 4 juillet. L'Oberleutnant Georg Fischer, un officier d'état-major des restes de la 116e division Panzer, a tenté de donner un sens à la tactique américaine. Notre doctrine dit que l'artillerie à roquettes doit être masquée pendant les moments décisifs. Les Américains l'utilisent pour tout. Suppression d'un nid de mitrailleuses, 60 roquettes, suppression d'un barrage routier, 60 roquettes. Ils ont même tiré des roquettes sur des tireurs isolés. C'est de la folie, mais c'est une folie à laquelle nous ne pouvons pas répondre. La folie avait une méthode. Les commandants américains avaient appris qu'une puissance de feu écrasante sauvait des vies américaines. Pourquoi envoyer de l'infanterie pour dégager une position alors qu'on pourrait la saturer de roquettes? Les Allemands calculant chaque dépense ne pouvaient pas comprendre des sommes aussi importantes. Un manuel de formation allemand capturé en mars 1945 montrait leur tentative d'adapter une nouvelle section aux véhicules fusées américains. L'ennemi utilise des chars modifiés et des camions équipés de plusieurs lance-roquettes. Les armes sont imprécises mais utilisées en très grand nombre. Effet psychologique grave. Recommander un retrait immédiat lorsque les véhicules fusées sont identifiés afin de préserver les forces pour un engagement plus favorable. Le manuel admettait essentiellement sa défaite. Lorsque votre doctrine officielle consiste à fuir les armes ennemies, la guerre est déjà perdue. Les statistiques de production américaines, lorsqu'elles furent finalement révélées après la guerre, montrèrent la véritable ampleur du décalage. Alors que l'Allemagne produisait environ 6000 lanceurs Nibelunge pendant toute la guerre, les usines américaines pouvaient produire autant de tubes de fusée en un mois. La fusée M8, la fusée américaine standard, a été produite à plus de 2,5 millions d'unités. Les Allemands n'imaginaient même pas que de tels chiffres étaient possibles. Le général à la Burst Johannes Blasowitz, l'un des plus hauts commandants allemands, a fait une observation précieuse en avril 1945, « Nous ne combattons pas l'armée américaine. Nous combattons les usines américaines. Chaque fusée qui hurle au-dessus de nous a été fabriquée par des ouvriers qui n'ont jamais entendu une bombe tomber. Dans des usines qui fonctionnent en 3 équipes et utilisent des matériaux provenant d'un continent auquel nous ne pouvons pas toucher. Comment combattre un tel ennemi? L'impact psychologique s'est étendu au-delà des lignes de front. Les civils allemands, déjà traumatisés par les bombardements alliés, entendaient désormais des histoires de roquettes américaines sur des camions transportant des provisions infinies d'abondance occasionnelle, qui se moquaient de leurs années de sacrifices et de privations. Frau Elisabeth Müller, dont le mari servait dans la Wehrmacht, a écrit dans son journal après avoir reçu sa dernière lettre. Il parle de roquettes américaines, des centaines d'entre elles, tirées depuis des camions et des chars comme si elles ne coûtaient rien. Pendant ce temps, nous sauvons chaque clou, chaque morceau de ficelle. Les Américains mènent une guerre différente de la nôtre. Ils mènent la guerre des hommes riches. La conscience de classe implicite dans cette observation était répandue. Le soldat allemand se contente d'Américains de moins en moins confrontés qui semblent avoir tout illimité. Il ne s'agissait pas seulement d'inégalités matérielles. C'était existentiel. Le soldat allemand représentait la lutte désespérée d'une nation. Le soldat américain représentait un système industriel à peine troublé par la guerre. Dans les camps de prisonniers de guerre, les soldats allemands échangeaient des histoires qui grandissaient à chaque récit. Les chars fusées sont devenus des armes monstres dans leurs souvenirs. Les systèmes montés sur camions sont devenus des batteries entières. Le traumatisme psychologique a transformé de modestes armes en terreurs mythologiques. Un psychologue américain, le capitaine David Rosenberg, étudiant des prisonniers allemands, a constaté ce phénomène. Il surestime systématiquement le nombre de fusées américaines par un facteur de 10 ou plus. Lorsqu'on leur montre des photographies prouvant le nombre réellement limité, ils refusent d'y croire. L'impact psychologique a créé un faux souvenir plus puissant que les faits. Les Allemands ne comprenaient pas non plus l'attitude américaine à l'égard de ces armes. Les troupes de fusées allemandes étaient des spécialistes, entraînés pendant des mois, comprenant tous les aspects de leurs armes. Les opérateurs de fusées américaines ont souvent appris sur le tas, manipulant leurs armes avec une familiarité désinvolte qui a choqué la sensibilité allemande. Le sergent Tom Bradley, un opérateur de Kolia, illustre cette attitude. Les gars de maintenance ont installé ce truc sur notre Sherman en 3 heures environ, nous ont donné un bref briefing, essentiellement en pointant et en tirant, puis ils ont dit, amusez-vous bien.
Nous avons compris au fur et à mesure. Les Allemands que nous avons capturés n'arrivaient pas à croire que nous avions peut-être 2 jours d'entraînement là-dessus. Cette compétence occasionnelle, la capacité de maîtriser des systèmes d'armes complexes sans formation spécialisée approfondie, reflétait les connaissances mécaniques américaines. Une nation composée de propriétaires de voitures et de mécaniciens d'arbres d'ombrage pourrait rapidement s'adapter à la technologie militaire. Les Allemands, avec leur culture automobile plus restreinte, avaient besoin d'une formation approfondie pour des tâches similaires. L'impact sur le moral des Allemands s'est étendu au-delà du champ de bataille. Les lettres à la maison, même fortement censurées, révélaient la profondeur du désespoir. Ma chère mère, un soldat a écrit, les Américains ne sont pas comme nous. Ils ne chérissent pas les munitions et n'entretiennent pas soigneusement l'équipement. Ils utilisent tout une fois et le jettent. Ils tirent des roquettes sur des soldats isolés. Ils sont si riches qu'ils peuvent se permettre de gaspiller. Nous ne pouvons pas gagner contre une telle richesse. Une autre lettre d'un officier subalterne à sa femme était encore plus directe. J'ai vu l'avenir et il est américain. Ils installent des roquettes sur les camions parce qu'ils le peuvent. Ils expérimentent avec des armes comme des enfants avec des jouets, car l'échec ne leur coûte rien. Nous sommes le passé, luttant contre des règles et des limites qu'ils ne reconnaissent pas. Le haut commandement allemand tenta un dernier effort de propagande, soulignant le caractère rudimentaire des fusées américaines, leur imprécision et leur emploi inutile. Mais les soldats de première ligne en savaient mieux. Les roquettes imprécises qui saturaient votre position étaient plus terrifiantes que les roquettes précises qui pourraient manquer. Feldwebel Karl Richter, qui n'a aucun lien de parenté avec Hostilhelm Richter, l'a dit sans détour lors de l'interrogatoire. Vous, les Américains, n'arrêtez pas de dire que vos fusées ne sont pas précises, mais lorsque 60 d'entre elles atterrissent dans mon secteur en 10 secondes, la précision n'a plus d'importance. Vous avez rendu la précision inutile grâce au volume. C'est plus terrifiant que n'importe quelle arme de précision. Les évaluations militaires allemandes finales des fusées américaines rédigées dans les derniers jours de la guerre sont des documents révélateurs. Ils montrent une armée essayant de comprendre comment elle a été vaincue par des armes qu'elle considérait techniquement inférieures. Un rapport signé par un général d'artillerie dont le nom a ensuite été expurgé déclarait « L'artillerie de fusée américaine représente une nouvelle philosophie de guerre. Plutôt que de perfectionner des armes individuelles, ils produisent en masse des systèmes adéquats et atteignent la supériorité grâce au volume. Cette approche nécessite une capacité industrielle que nous ne pourrons jamais égaler. Le développement militaire futur de l'Allemagne doit tenir compte de cette leçon. Bien sûr, il n'y aurait pas de développement militaire allemand avant des années, mais la leçon a été apprise par les théoriciens militaires du monde entier. L'approche américaine, rudimentaire, massive et écrasante, s'est révélée supérieure à la précision et à l'expertise allemande. Les équipages de Colopi eux-mêmes ignoraient souvent leur impact psychologique. Ils se considéraient comme utilisant une arme capricieuse et maladroite qui bloquait leur canon principal et alourdissait leurs débardeurs. Beaucoup préféraient le combat de chars conventionnel aux opérations de fusée. Le soldat de première classe Joseph Martinez, un chargeur Colia, a rappelé la réalité par rapport au mythe. Les Allemands pensaient que nous étions une unité de fusée d'élite. La vérité était que nous étions des pétroliers réguliers qui se sont retrouvés coincés avec cet engin. La moitié du temps, les roquettes ne tiraient pas correctement. Le système électrique était toujours en court-circuit. Nous avons passé plus de temps à le réparer qu'à le tirer. Mais les Allemands ne le savaient pas. Ils ont entendu les roquettes et ont couru. Cet écart entre la perception et la réalité était en soi une arme. Les Allemands imaginaient la perfection technique américaine soutenue par des ressources illimitées. La réalité des armes improvisées et des solutions de fortune était en réalité plus terrifiante. Cela a montré que l'Amérique pouvait gagner sans même faire de gros efforts. Les fusées ont également mis en évidence une différence fondamentale dans la culture militaire. La Wehrmacht, héritière de la tradition militaire prussienne, recherchait la perfection dans la guerre. Chaque opération soigneusement planifiée, la veillerie arme utilisée avec précision, chaque soldat soigneusement entraîné. Les Américains ont introduit le pragmatisme industriel dans la guerre. Assez bien était assez bien si vous en aviez assez. Le major Hans Krüger, capturé en avril 1945, a exprimé cette différence lors d'un interrogatoire approfondi. Vous, les Américains, avez détruit l'art de la guerre. Il n'y a pas d'art dans ce que vous faites. Vous produisez et déployez simplement. Vous avez transformé la guerre en travail d'usine. Nous étions des soldats. Vous êtes des directeurs de production en uniforme.
L'amertume de cette déclaration reflète non seulement une défaite militaire, mais aussi un effondrement culturel. La tradition militaire allemande, vieille de plusieurs siècles, avait été rendue obsolète par les méthodes industrielles américaines. La dernière rencontre documentée entre les Allemands et les fusées Colapi a eu lieu le 4 mai 1945, 3 jours avant la capitulation. Une petite unité Wehrmacht tenant un pont près de Salzbourg a signalé l'approche de chars tirant des roquettes. Le commandant de l'unité, un assistant dont le nom est perdu dans l'histoire, a transmis un dernier message par radio. Chars de fusées ennemies en vue. Ne résistera pas. L'Allemagne a assez souffert. Ils se sont rendus sans tirer un seul coup de feu. Les Calliope auxquels ils se sont rendus n'étaient même pas chargés. Leurs équipages étaient à court de fusées quelques jours plus tôt, mais les tubes vides suffisaient. L'arme psychologique fonctionnait même si l'arme physique ne fonctionnait pas. Dans l'immédiat après-guerre, les militaires allemands étudièrent intensivement les fusées américaines. Ce qu'ils ont trouvé les a surpris. Les armes étaient encore plus grossières qu'ils ne l'avaient imaginé. Les fusées étaient de simples dispositifs à combustible solide dotés de fusibles à impact de base. Les systèmes de montage étaient en acier soudé avec des déclencheurs électriques de base. N'importe quel atelier de métallurgie compétent pourrait les construire. Friedrich Hoffmann, sans lien de parenté avec Feldwebel Klaus Hoffmann, était un ingénieur allemand chargé d'évaluer la technologie des fusées américaines capturées. Son rapport était accablant d'un point de vue technique. Ces armes ne répondraient pas aux normes de qualité allemandes à tous les niveaux. Les soudures sont grossières, les systèmes électriques primitifs, les fusées elles-mêmes présentent des schémas de dispersion inacceptables. Pourtant, ils nous ont vaincus. Nous devons reconsidérer toute notre approche de la technologie militaire. Ce réexamen prendrait des décennies et influencerait le développement militaire dans le monde entier. La leçon du Colapi ne concernait pas les roquettes, les chars ou les camions. Il s'agissait d'une question de philosophie de production. Les Américains avaient prouvé que la quantité pouvait l'emporter sur la qualité si elle était suffisante. Les vétérans des attaques à la roquette en ont porté des cicatrices psychologiques pendant des années. Lors d'une réunion d'anciens soldats du Wehrmacht en 1965, le thème des fusées américaines a encore suscité de vives réactions. Un vétéran qui avait affronté Calliope dans le pays a refusé de regarder les feux d'artifice parce que le son lui rappelait trop ce barrage hurlant. Un autre vétéran, Helmut Vanier, a raconté son expérience à son petit-fils des années plus tard. Imaginez que vous vous êtes entraîné pendant des années à tirer avec une épée. Vous connaissez chaque mouvement, chaque contre, chaque technique. Ensuite, votre adversaire apparaît avec une mitrailleuse. Il s'agissait de combattre des fusées américaines. Ils n'ont pas vaincu nos compétences. Ils ont rendu nos compétences inutiles. Les anciens combattants américains avaient leur propre point de vue. Beaucoup ont été surpris d'apprendre, des années plus tard, l'impact psychologique qu'ils avaient provoqué. Ils se considéraient comme des soldats citoyens se contentant des outils qui leur étaient donnés. L'idée selon laquelle ils auraient provoqué une crise existentielle au sein de la Wehrmacht semblait presque absurde. Le sergent-chef William Cooper, qui a commandé un effondrement en 1945, a réfléchi à cette déconnexion des décennies plus tard. Nous pensions que les Allemands se moqueraient de notre engin. Des fusées attachées à un tank comme un projet scientifique pour enfants. Au lieu de cela, ils étaient terrifiés. Je suppose que lorsque vous pouvez vous permettre d'attacher des fusées à des chars pour le plaisir, cela envoie un message. Le message était clair. L'Amérique disposait de ressources dépassant la compréhension allemande. Ils pourraient expérimenter, échouer, gaspiller et malgré tout se dépasser par leur simple capacité de production. La Colopi, aussi rudimentaire soit-elle, était le symbole parfait de cette réalité. L'analyse statistique après la guerre a révélé le véritable impact. Les unités confrontées à des véhicules équipés de roquettes se sont rendues 3 fois plus vite que celles confrontées à des armes conventionnelles. Les taux de pertes réels étaient inférieurs à ceux de l'artillerie conventionnelle, mais les pertes psychologiques étaient totales. Une étude de l'armée américaine a conclu que les véhicules fusées obtenaient des effets stratégiques grâce à leur emploi tactique. En brisant le moral des Allemands au niveau des unités, ils contribuèrent à l'effondrement rapide de la résistance allemande au cours des derniers mois de la guerre. L'étude a noté que ce n'était pas intentionnel. Les armes ont été conçues pour le soutien tactique et non pour la guerre psychologique. Mais intentionnel ou non, l'impact était réel. La Wehrmacht, qui avait maintenu sa cohésion pendant 5 années de guerre de plus en plus désespérée, s'est tout simplement dissoute face aux fusées américaines. Non pas parce que ces armes étaient particulièrement meurtrières,
mais parce qu'elle représentait quelque chose que le soldat allemand ne pouvait pas combattre. Puissance industrielle américaine illimitée. La dernière entrée du journal de Feldwebel-Hoffmann, rédigée dans le Campé, le reflète parfaitement. Ils ont gagné parce qu'ils pouvaient se permettre de gaspiller. Ils pouvaient essayer des idées stupides parce qu'ils disposaient de tellement de ressources que même des idées stupides pouvaient fonctionner avec un simple volume. Nous avons perdu parce que nous ne pouvions pas imaginer une telle richesse. Nous avons été vaincus par l'abondance déguisée en roquettes sur des camions. La chanson Collapse avait été le clou mortel de la Wehrmacht. Non pas à cause de ce que c'était, mais à cause de ce que cela représentait. Le bruit de l'industrie américaine, brut, bruyant et absolument imparable. En fin de compte, les Allemands n'arrivaient pas à croire que l'Amérique transformait des camions ordinaires en fusées d'artillerie. Mais cette incrédulité elle-même est devenue l'arme qui a brisé leur volonté de se battre. Les roquettes hurlantes n'étaient pas que des explosifs. C'était le bruit des usines américaines, des ressources illimitées et une manière de faire la guerre qui rendait obsolète la tradition militaire allemande. Des années après la guerre, Obus Wilhelm Richter aurait une dernière réflexion sur ces véhicules fusées. Nous nous sommes préparés à toutes les éventualités sauf une. Un ennemi qui n'avait pas besoin d'être efficace. Les Américains ont gagné parce qu'ils pouvaient se permettre de gaspiller. En guerre, comme dans bien d'autres choses, la richesse est sa propre stratégie.